Ce soir-là, ça sentait encore l'été, même si on était déjà en septembre. J'étais dans la cuisine de notre appartement du 15e arrondissement, en train de préparer le dîner. Un bœuf bourguignon, le plat préféré de Paul. Il devait rentrer de son déplacement à Lille vers 18 heures, donc tout devait être prêt à temps. Je l'imaginais franchir la porte, fatigué par le voyage, mais souriant à la vue d'un repas chaud. Le mariage, c'est ça, ces petits gestes, n'est-ce pas? Ces preuves d'amour quotidiennes qui construisent un foyer. Le téléphone vibra sur le plan de travail. Numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Peut-être un problème avec le train de Paul? Un retard? Bonjour, est-ce que je parle à Madame Martin? La voix de la femme était calme, presque polie. Oui, c'est moi, répondis-je en m'essuyant les mains sur un torchon. Je m'appelle Magali Dubois. Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre mari. Mon cœur s'emballa. Un accident? L'hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Paul a eu un accident? Non, rien de tel. Votre mari était mon compagnon. Depuis 1 an. Les mots restèrent de suspendus dans l'air, lourds et empoisonnés. Je ne les ai pas compris tout de suite. J'ai dû me les répéter mentalement. Compagnon. Depuis 1 an. 1 an. Excusez-moi, mais je pense que vous faites erreur, commençai-je, mais elle me coupa. Je ne fais pas erreur. On s'est rencontrés à une conférence à Paris. On se voit toutes les 2 semaines, quand il part en déplacement. Tous ces voyages à Lille, Lyon, Marseille, c'est chez moi qu'il venait, dans mon appartement. Je m'assis lourdement sur une chaise. Le bœuf bourguignon mijotait joyeusement sur la cuisinière, comme si de rien n'était, comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je faiblement. Un moment de silence, puis un soupir. « Parce que je suis enceinte et je veux qu'il soit avec moi. Je mérite la vérité, et vous aussi. » Elle raccrocha. Elle a simplement raccroché, me laissant avec le téléphone collé à l'oreille et ce silence terrible qui a soudainement rempli l'appartement. Je regardais le plat, la table mise, les fleurs que j'avais achetées le matin au marché, des roses jaunes, ses préférées. Tout semblait exactement pareil à il y a 5 minutes, mais le monde était déjà différent. Je n'étais plus la même femme. Paul est rentré à l'heure. Il est entré avec sa nonchalance habituelle, a jeté son sac dans l'entrée, m'a embrassé sur le front, un geste mécanique, autrefois tendre, qui semblait maintenant obscène. Du bourguignon. Tu es merveilleuse, chérie, dit-il en enlevant sa veste. Je restais immobile, le regardant. Cet homme que je connaissais depuis 10 ans, que j'avais épousé il y a 5 ans à l'église Saint-Sulpice, avec qui nous parlions d'avoir des enfants. Soudain, il était devenu un étranger, comme si quelqu'un avait mis un masque sur le visage d'un inconnu. « Comment s'est passé ton déplacement ?» demandai-je calmement. « Oh, tu sais, réunion ennuyeuse, clients, présentation, la routine, » répondit-il en se servant un verre d'eau. « À Lille ?»« Oui, à Lille. » Le mensonge glissa de ses lèvres si facilement. Je me demandais combien de fois il avait menti avec la même aisance sans que je le remarque. « Magali Dubois a appelé, » dis-je, simplement. Je vis son visage se figer. Comment l'eau faillit lui échapper des mains. Comment ses yeux s'agrandirent. Sa respiration devint plus courte. C'était pire que s'il avait avoué tout de suite. Ce moment de panique, cette peur des conséquences, pas celle de me blesser. Il avait peur pour lui, pas pour moi. « Anne, » commença-t-il, mais je levai la main. « Non, ne dis rien, pas encore. » Je devais sortir de cette cuisine, de cet appartement, de cet espace soudainement devenu une cage pleine de mensonges. J'attrapai mon sac à main et ma veste. « Où vas-tu » demanda-t-il, essayant de me retenir par le bras. « Loin de toi » grognai-je en me dégageant. Et je suis partie. Je suis juste partie, le laissant avec ce dîner, avec tout ce faux bonheur domestique que j'avais si soigneusement construit pendant des années.
Je marchais sans but dans les rues du 15e. Les gens me croisaient, se dépêchant de rentrer chez eux, auprès de leur famille. Personne ne savait que ma vie venait de s'arrêter, ou peut-être de commencer. Je ne savais pas encore. Je savais seulement que quelque chose s'était brisé. Pas seulement la confiance, pas seulement le cœur. Une vérité fondamentale sur qui j'étais et ce qu'était ma vie venait de voler en éclats. Je me suis retrouvée au parc Montsouris. Je me suis assise sur un banc près de l'étang, regardant l'eau sombre. C'était l'automne. La soirée était fraîche, mais je ne sentais pas le froid. Je sentais juste un vide étrange et immense, là où il y avait autrefois de la certitude. Le téléphone sonnait sans arrêt. Paul, 20 appels manqués. 30. J'ai fini par éteindre le téléphone. Je ne voulais pas entendre ses excuses. Je ne voulais pas l'entendre minimiser, expliquer, promettre. Je connaissais ce scénario. Je l'avais vu dans des films, lu dans des livres. Toujours la même chose. Ça ne voulait rien dire. Elle ne compte pas pour moi. Je n'aime que toi. Des mensonges enrobés de désespoir. Quand je suis rentrée à la maison, il était plus de minuit. Paul était assis dans le salon, sur le canapé, la tête dans les mains. Il n'avait pas allumé la lumière. Seule la lueur des lampadaires de la rue éclairait sa silhouette. « Anne, je suis désolé, » murmura-t-il dès qu'il me vit. « Désolé de quoi ?» demandai-je, debout sur le seuil. « De ta liaison? D'un an de mensonges? Du fait qu'elle attend un enfant de toi? » Elle ment. Ce n'est pas mon enfant. Vraiment? C'est ta première ligne de défense? L'accuser de mentir? Il s'approcha de moi, essayant de me prendre dans ses bras, mais je reculais. Ne me touche pas. Je t'en prie, laisse-moi une chance de t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Pendant 1 an, tu m'as menti. Pendant 1 an, tu t'es construit une seconde vie. Pendant que je t'attendais à la maison, que je cuisinais, que je planifiais notre avenir, tu étais avec elle. C'est juste arrivé... Rien n'est arrivé, Paul. C'était un choix. Chaque voyage, chaque mensonge, chaque baiser, c'était des choix. Et pas une seule fois tu ne m'as choisi. Il se tut. Que pouvait-il dire? La vérité était brutale et évidente. Je suis allée dans la chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je l'ai entendu essayer d'ouvrir, frapper, supplier. Puis, je l'ai entendu abandonner, ses pas s'éloignant vers la chambre d'amis. Je me suis allongée sur le lit qui, le matin même, était notre lit et qui n'était plus que le mien. Et c'est là que les larmes sont enfin venues. Je ne pleurais pas de désespoir. Je pleurais de colère contre lui pour ce qu'il avait fait, de colère contre moi pour ne pas l'avoir vu, de colère pour tout ce temps perdu, toutes ces années construites sur des fondations qui se sont révélées être de sable. Mais au milieu de ces larmes, quelque part au fond, quelque chose d'autre commençait à germer, quelque chose de froid et de dur, une résolution. Il avait détruit ce mariage, mais c'est moi qui déciderais comment il se terminerait. C'est moi qui contrôlerais cette histoire. Je ne le laisserai pas être celui qui est parti. Je ne le laisserai pas regretter seulement les conséquences et non la douleur qu'il m'avait infligée. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai cessé d'être une épouse. Je suis devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus redoutable, quelqu'un qui avait enfin compris que la loyauté offerte à la mauvaise personne n'est pas une vertu, mais une malédiction. La lumière du matin était cruelle. Elle filtrait à travers les rideaux, éclairant tous les petits objets de notre vie commune. Sa montre sur la table de nuit, notre photo ensemble sur la commode, sa chemise jetée sur une chaise. Chaque objet était devenu une pièce à conviction, la trace d'une vie qui s'était révélée être une illusion. Paul n'était plus dans l'appartement. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Je suis partie au travail. Il faut qu'on parle, s'il te plaît. P. » Parler. Comme si parler pouvait changer quoi que ce soit, comme si les mots pouvaient reconstruire quelque chose qui avait été si complètement brisé. J'ai appelé mon bureau pour dire que j'étais malade. Je ne pouvais pas prétendre à la normalité,
pas aujourd'hui. Ma chef, Madame Sophie, a dû entendre quelque chose dans ma voix, car elle a seulement dit « Prenez soin de vous, Anne. Revenez quand vous serez prête. » Je suis restée à la maison, mais je ne tenais pas en place. J'ai commencé à nettoyer, de manière obsessionnelle, mécanique. J'ai lavé les draps, comme pour effacer sa présence. J'ai frotté les sols, comme pour nettoyer ma vie de ses mensonges. Dans le placard, ses vêtements étaient suspendus à côté des miens. Soudain, leur vue m'a donné la nausée. J'ai pris mon téléphone et je l'ai rallumé. 43 messages de Paul. Je n'ai lu que le premier. « Je t'aime. Je t'en supplie. Laisse-moi tout expliquer. Voyons-nous ce soir. » J'ai ignoré les autres. Mais il y avait aussi un message d'un numéro inconnu, d'elle. « Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas détruire votre vie, mais j'ai aussi droit à la vérité. Paul me promettait qu'il allait divorcer, que vous n'étiez plus ensemble que sur le papier. Excusez-moi de l'avoir cru. » Je lisais ces mots encore et encore. Donc, il lui mentait à elle aussi. Il la trompait, elle aussi. Il jouait sur les deux tableaux, nous nourrissant toutes les deux de fausses promesses. J'étais censée être l'épouse avec qui tout allait bien, et elle, la maîtresse qui aurait une fin heureuse. Nous n'étions toutes les deux que des pions dans son jeu égoïste. J'ai répondu « Combien de fois vous êtes-vous vus ?» La réponse est venue presque immédiatement. Peut-être 50 fois, je n'ai pas compté. Il venait toutes les 2 semaines, parfois plus souvent. 50 fois, 50 choix conscients. 50 fois où il aurait pu dire non et où il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de précis sur moi? Écrivis-je. Que vous étiez séparés émotionnellement, que vous restiez ensemble par habitude, que vous prévoyiez de divorcer, mais que vous attendiez le bon moment. J'ai lu ça et j'ai eu un rire amer. Donc, j'étais l'obstacle. L'épouse qui le retenait dans un mariage malheureux. Dans sa version de l'histoire, je n'étais pas la femme à qui il mentait. J'étais le problème à résoudre. Savez-vous qu'il y a 2 semaines, il a réservé notre voyage d'anniversaire à Annecy? Que le mois dernier, nous parlions d'enfants? Ai-je répondu. Une longue pause. Puis, je ne savais pas. Je suis désolée. Je ne voulais pas de ses excuses. Je n'étais pas en colère contre elle. Elle était une victime, tout comme moi, juste utilisée différemment. Quand vous connaîtrez la date de l'accouchement, faites-le moi savoir, écrivis-je enfin. Pourquoi? Parce que cet enfant mérite de connaître la vérité sur son père. Le soir, Paul est rentré plus tôt. Je l'ai entendu ouvrir la porte, entrer, prudemment, comme s'il marchait sur un champ de mine. « Anne !» appela-t-il doucement. « Dans le salon, » répondis-je. Je m'étais préparée. Je ne pleurais plus. Je ne tremblais pas. J'étais assise sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux, attendant calmement. Il est entré avec des fleurs, des lits blancs. Il apportait toujours des lits blancs quand il voulait s'excuser. Même maintenant, dans cette catastrophe, il s'en tenait à ses habitudes. « On peut parler ?» demanda-t-il. « Assieds-toi » dis-je en désignant le fauteuil d'en face. Il posa les fleurs sur la table. Il s'assit, l'air épuisé. Il avait des cernes sous les yeux. Il n'était pas rasé. Pour la première fois depuis des années, il faisait son âge. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-il. « Commence par la vérité, toute la vérité. » Il déglutit. Je l'ai rencontré il y a 1 an, à une conférence à l'hôtel Marriott. On discutait au bar. C'était sympa, léger. On a échangé nos numéros. Au début, on s'écrivait juste. Puis on s'est vu 1 fois, puis une 2e, et en quelque sorte, ça m'a embarqué. « Ça t'a embarqué », répétai-je, comme si c'était une série Netflix, et non une trahison. N'appelle pas ça comme ça. Et comment dois-je appeler ça, Paul? Une romance? Une aventure? Une erreur? Comment appelles-tu 1 an de mensonges? Il se tut. Tu lui as dit qu'on allait divorcer, continuai-je, qu'on n'était ensemble que sur le papier. Je voulais qu'elle se sente en sécurité. Donc tu lui mentais à elle, pour qu'elle se sente bien à l'idée que tu me mentes à moi.
Je comprends. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça, criai-je, perdant mon calme. Pendant 1 an, tu as joué à la petite maison avec elle, puis tu rentrais et tu jouais à la petite maison avec moi. Laquelle de ces maisons était la vraie, Paul? Est-ce que seulement l'une d'elles l'était? Celle avec toi. Ça a toujours été celle avec toi la vraie. Mais pas assez vraie pour que tu arrêtes. J'ai essayé plusieurs fois de mettre fin à cette relation. Oh, pauvre toi, l'interrompis-je, comme ça a dû être dur pour toi. Comme tu as dû souffrir, forcé de coucher avec 2 femmes. Je compatis. Il se leva, énervé. Je n'essaie pas de me justifier. Je sais que j'ai merdé. Mais ce n'est pas comme si je ne t'aimais pas, toi. L'amour n'est pas un sentiment, Paul. L'amour est un choix. Chaque jour, nous choisissons d'aimer ou de ne pas aimer. Et toi, tu la choisissais elle. 50 fois, tu l'as choisie. Elle est enceinte, dit-il à voix basse. Je sais, elle me l'a dit. Ce n'est pas mon enfant. Vraiment? Vous avez fait un test? Il hésita. Pas encore, mais tu supposes qu'elle ment, parce que c'est plus pratique. Je suis sûre qu'elle voit quelqu'un d'autre aussi. Et si c'était le cas, ça rendrait soudainement tout acceptable, comme si tu n'avais pas trahi, comme si cette année n'avait pas eu lieu? Il s'adossa au mur, se frotta le visage avec ses mains. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire, et je le ferai. Rien. Tu ne peux rien faire. Ça ne se répare pas, Paul. Tous les mariages traversent tard des crises. Une crise, c'est quand on se dispute pour de l'argent ou pour savoir où passer les vacances. Ce que tu as fait, ce n'est pas une crise, c'est la trahison de tout ce sur quoi notre mariage était fondé. On pourrait aller en thérapie. Je ris, mais sans gaieté. Une thérapie? Tu veux que je m'assoie dans un cabinet avec toi et un thérapeute? Et quoi? Que je travaille sur le fait que tu m'as trompé pendant 1 an, que tu as un enfant avec une autre femme? Je ne sais pas si c'est mon enfant, même si ce n'est pas le cas, hurlai-je. Tu es quand même resté avec moi pendant 1 an. Tu t'es quand même levé de notre lit chaque jour en choisissant le mensonge. Le silence qui suivit fut épais et étouffant. « Je veux le divorce, dis-je enfin. Non, Anne, je t'en supplie. Ce n'est pas une demande, c'est un constat. Donne-moi 6 mois. 6 mois pour te prouver que je peux être meilleure. Je ne veux pas que tu sois meilleure, je veux que tu sois hors de ma vie. » Il essaya de s'approcher, mais je reculai. J'ai déjà contacté une avocate. Les documents seront prêts la semaine prochaine. Tu abandonnes si vite? Abandonner? C'est toi qui as abandonné, Paul. Il y a 1 an. Le premier jour où tu es entré dans son lit. Moi, je ne fais qu'officialiser la fin de ce que tu as détruit depuis longtemps. Il est parti cette nuit-là. Il a fait un sac et est parti à l'hôtel, promettant de ne pas me harceler, de me laisser de l'espace. Mais avant de fermer la porte derrière lui, il s'est retourné. « Un jour, tu me pardonneras, dit-il. « Peut-être, répondis-je. Mais je n'oublierai jamais, et je ne voudrais jamais de toi à nouveau. » Quand je me suis retrouvée seule dans l'appartement, j'ai fait quelque chose d'étrange. Je n'ai pas pleuré. J'ai allumé son ordinateur portable. Je connaissais le mot de passe. C'était toujours le même. La date de notre anniversaire de mariage, ce qui semblait maintenant d'une ironie cruelle. Et j'ai commencé à lire les emails, des centaines d'emails. Je t'aime, tu me manques, j'ai hâte de te revoir. Tous envoyaient les jours où il rentrait à la maison et me disaient les mêmes mots, les mêmes mensonges, dupliqués pour 2 destinataires différentes. J'ai trouvé des photos, eux 2 au restaurant, à la plage, dans son appartement, souriants, amoureux. Ils ressemblaient à un couple, un vrai couple. Et c'est là que j'ai enfin compris qu'il ne nous aimait pas toutes les 2. Il aimait la situation. Il aimait avoir 2 femmes, 2 vies, une double adoration. Nous n'étions pas des personnes pour lui. Nous étions des sources de validation. J'ai éteint l'ordinateur. Je suis allée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir.
cette femme qui me regardait, fatiguée, les yeux rougis, dans un de ses vieux t-shirts, n'était plus la femme de Paul, c'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui venait de se réveiller d'un long rêve illusoire. Le lendemain, j'ai commencé à emballer ses affaires, pas avec colère, avec calme. Chaque chemise, chaque paire de chaussures allait dans des cartons. Je ne voulais rien détruire. Je voulais juste qu'il disparaisse, que chaque trace de lui soit retirée de mon espace. Quand j'ai eu fini, l'appartement semblait différent. Plus vide, mais en quelque sorte plus léger. Comme si le retrait de sa présence me permettait enfin de respirer. Une semaine après le départ de Paul, j'ai rencontré Magali. C'était mon idée. Je lui avais écrit « Il est peut-être temps que nous parlions face à face ». Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café chic du boulevard Saint-Germain. L'endroit était neutre, public, sûr. Je suis arrivée la première, j'ai commandé un café et j'ai attendu, observant la porte. Je l'ai reconnu tout de suite, même si je ne l'avais jamais vu. Plus jeune que moi, peut-être de 5 ans, de longs cheveux bruns, un visage délicat, un ventre encore invisible sous un pull ample. Elle avait l'air effrayée, incertaine. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée un instant, comme si elle se demandait si elle avait le courage de s'approcher. Je lui ai fait un signe de la main. Elle s'est approchée lentement, s'est assise en face de moi. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dis-je. « Je n'étais pas sûre de devoir venir, » répondit-elle doucement. « Je pensais que... je ne sais pas, que vous me détesteriez. Je déteste la situation, pas vous. » Elle commanda un thé. Nous sommes restées assises en silence un moment, deux femmes liées par le même homme, mais de manière si différente. « Comment vous sentez-vous » demandai-je enfin, en désignant son ventre. Nauséeuse tout le temps. Mais ils disent que c'est normal au premier trimestre. Félicitations, dis-je, et c'était sincère. Cet enfant n'était pas coupable des péchés de son père. Je suis désolée, murmura-t-elle. Si j'avais su qu'il mentait. Mais vous ne le saviez pas, et ce n'est pas votre faute, ni la mienne. Vous disiez que vous étiez heureux. Je pensais que nous l'étions, mais visiblement ce n'était que dans ma tête. Magali regarda ses mains. Il m'a dit que vous alliez vous séparer pour des raisons financières, que vous aviez une hypothèque commune, un crédit, que les formalités prendraient masse du temps. Donc il a créé tout un monde d'excuses. Je l'ai cru, j'ai été stupide. Vous n'étiez pas stupide, vous étiez amoureuse, ce n'est pas la même chose. Elle prit une gorgée de thé, ses mains tremblaient. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « Divorcer, rapidement, efficacement, sans douleur si possible. Et moi? Et vous, vous élèverez cet enfant, avec lui ou sans lui. C'est votre choix. » Il ne m'a pas contactée depuis une semaine, depuis que je lui ai parlé de la grossesse. Cela ne me surprenait pas. Paul avait toujours été doué pour fuir les conséquences. « Va-t-il faire un test de paternité ?» demandai-je. Il dit que oui, mais il repousse sans cesse. Je crois qu'il espère que le problème se résoudra de lui-même. « Ne le laissez pas s'enfuir, » dis-je fermement. « Peu importe comment votre relation se termine, cet enfant mérite un père, ou au moins une pension alimentaire. » Elle hocha la tête. « Je ne suis pas venue ici pour vous le prendre, » dit-elle soudain. « Je sais que ça pouvait y ressembler, mais je pensais vraiment que vous étiez le passé. » « Je sais, je vous crois. Donc, vous n'êtes pas en colère contre moi? Non, je suis en colère contre lui, pour avoir joué avec nous deux, pour avoir fait de nous des jouets dans son jeu. Que lui direz-vous quand vous le reverrez? Rien, tout a déjà été dit. Maintenant, il ne reste que la paperasse. Je me suis levée, laissant de l'argent sur la table. Magali me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Vous êtes plus forte que je ne le pensais, » dit-elle. « Il le fallait bien, je n'avais pas le choix. » En sortant du café, je ressentis un calme étrange. Cette conversation ne m'avait apporté ni satisfaction ni vengeance, mais elle m'avait apporté de la clarté.
J'avais compris que Paul n'était pas victime des circonstances ou de la passion. Il était l'architecte du mensonge qui nous avait blessés toutes les deux. Le lendemain, je suis allée voir mon avocate. Maître Bernard était une femme de l'âge de ma mère, vive, avec des cheveux gris coupés courts et un regard perçant. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés ?» demanda-t-elle en prenant des notes. « 5 ans. Ensemble depuis 10 ans. Des enfants? Non. Des biens communs? L'appartement, avec un crédit immobilier et une voiture. Voulez-vous vous battre pour le partage des biens? J'ai réfléchi. Je pouvais lui compliquer la vie, faire traîner les choses, me battre pour chaque euro. Mais qu'est-ce que cela m'apporterait? Qu'il prenne la moitié de l'appartement, dis-je. Je rachèterai sa part ou nous vendrons et partagerons. Il peut garder la voiture. Je ne veux rien qui me lie encore à lui. Vous êtes sûr? Vous avez le droit de... Je suis sûre. Je veux mettre fin à cette relation le plus rapidement possible. Maître Bernard hocha la tête avec approbation. Je comprends. Certaines choses ne valent pas la peine d'être prolongées. En rentrant chez moi, je suis passée par mon parc préféré. C'était l'après-midi. La lumière dorée de l'automne peignait le monde dans des teintes chaudes de brun et d'orange. Je me suis assise sur un banc, regardant les gens. Des couples qui se promenaient, des familles avec des enfants, des personnes seules avec leurs chiens. Chacun vivait sa propre vie, sa propre histoire. J'ai pensé à moi, 1 an plus tôt, à la femme qui croyait avoir un mariage solide, qui pensait connaître son mari, que l'avenir était certain et stable. Si je pouvais revenir vers elle, que lui dirais-je? Qu'elle devait faire plus attention, qu'elle devait vérifier son téléphone, ses emails, ses comptes bancaires? Non. Je lui dirais qu'on ne peut pas vivre dans une suspicion constante, que parfois on choisit simplement la mauvaise personne et que ce n'est pas de votre faute. Mon téléphone vibra. Un message de Paul. « On peut se voir? Il faut qu'on parle de l'appartement. » J'ai répondu sèchement. « Contacte mon avocate, Maître Bernard. Je t'envoie ses coordonnées. »« Anne, s'il te plaît, pas par les avocats. On peut régler ça entre nous? » ?»« Non, tout passera par les avocats. »« Pourquoi es-tu si froide ?» J'ai lu ce message et pendant un instant, je n'en revenais pas. Froide? Après tout ce qu'il avait fait, il osait m'accuser de froideur? Je ne suis pas froide, Paul. Je suis protégée. C'est différent. Il n'a pas répondu. Le soir, j'étais assise dans le salon, sirotant un verre de vin et regardant de vieilles photos sur l'ordinateur. Notre mariage, nos vacances en Grèce, le nouvel an chez des amis. Chaque photo était un mensonge, ou du moins une vérité incomplète. Parce que lorsque ces photos ont été prises, est-ce qu'il planifiait déjà? Est-ce qu'il pensait déjà à elle? Y avait-il des moments où il était vraiment présent? Ou est-ce qu'une partie de son esprit était toujours ailleurs? Je ne pouvais pas supporter de voir ça. J'ai créé un dossier archive et j'y ai tout déplacé. Je n'ai rien supprimé. Je n'étais pas prête, mais je n'avais pas besoin de voir ça tous les jours non plus. J'ai commencé à créer une nouvelle vie. J'ai acheté de nouveaux draps, blancs, propres, ne sentant que moi. J'ai déplacé les meubles dans le salon, changé la disposition des livres, accroché de nouveaux tableaux. Lentement, méthodiquement, j'effaçais sa présence de mon espace. Mon amie Cathy est passée avec du vin et une pizza. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle en me serrant dans ses bras. Étrangement, comme si je me réveillais d'un long rêve. Un bon ou un mauvais rêve? Je ne sais pas, encore, peut-être juste indifférent. Nous nous sommes assises sur le canapé, mangeant de la pizza et buvant du vin, comme au temps où nous étions étudiantes. « J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec lui, » dit Cathy. « Vraiment? » Il était trop parfait, trop lisse. Il savait toujours quoi dire, comment se comporter. Ce n'était pas naturel. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? » Parce que tu étais amoureuse, et les femmes amoureuses n'écoutent pas leurs amis qui critiquent leur mari. Elle avait raison. Si elle me l'avait dit, je me serais probablement vexée.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Peut-être que je vais me remettre à la peinture. Peut-être que je vais m'inscrire au yoga. Peut-être que je vais partir quelque part, seule. En Italie ? Peut-être. Ou en Espagne. Quelque part où personne ne me connaît. Fuir ne résoudra pas le problème. Je ne fuis pas. Je veux juste voir qui je suis sans lui. Cathy sourit. C'est la meilleure chose que tu pouvais dire. Quand elle est partie, je suis restée seule avec mes pensées. J'ai regardé l'horloge. 23 heures. 1 an plus tôt, à cette heure-ci, je l'aurais attendu, me demandant pourquoi il était en retard. Maintenant, je ne pensais même pas à où il pouvait être. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il ne faisait plus partie de ma vie, que les jours où mon bonheur dépendait de son humeur, de sa présence, de son approbation, que ces jours étaient terminés. J'étais libre, seule, oui, blessée bien sûr, mais libre. Et cette liberté, bien qu'effrayante, était aussi belle. Cette nuit-là, je me suis endormie plus rapidement que ces dernières semaines, sans larmes, sans rumination. Je me suis juste endormie, et quand je me suis réveillée, le soleil entrait par la fenêtre, et le monde semblait plus lumineux. C'était le début, pas la fin d'un mariage. Ça, c'était déjà derrière moi. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. 1 mois après le départ de Paul, une invitation est arrivée. Son entreprise organisait une gala pour son 20e anniversaire. Des cartons élégants et dorés envoyés à tous les employés et à leurs conjoints. Évidemment, j'en avais reçu un. Personne n'était encore au courant de notre séparation. Nous étions discrets, réglions les choses par avocats interposés, ne faisions pas de scène. Mon premier réflexe fut de jeter l'invitation à la poubelle. Pourquoi irais-je ? M'asseoir à la même table que lui, prétendre que tout était normal, alors que notre mariage était en ruine. Mais ensuite, une autre pensée m'est venue à l'esprit, plus sombre, plus juste. Paul avait toujours soigné sa réputation au travail. Il était un employé modèle, adoré de son patron, admiré de ses collègues. Personne, là-bas, ne connaissait sa double vie. Personne ne savait que l'homme qui faisait des discours sur la loyauté et le partenariat trompait sa propre femme depuis 1 an. J'ai décidé d'y aller. Le soir de la gala était magnifique. L'hôtel Bristol scintillait de lumière. Les invités arrivaient dans des voitures de luxe, les femmes en robe du soir, les hommes en smoking. Moi, j'avais mis une robe noire, simple, élégante, avec un profond décolleté dans le dos. J'avais relevé mes cheveux, mis un rouge à lèvres rouge foncé. Je ressemblais à quelqu'un qui avait tout sous contrôle. Je ressemblais à une femme qu'on ne pouvait pas blesser. Paul m'a vu quand je suis entrée. Il se tenait près du bar, un verre à la main, discutant avec des collègues. Son visage est devenu blême. Il a essayé de s'approcher de moi, mais je l'ai évité, me fondant dans la foule. « Anne, je ne savais pas que tu viendrais », m'attrapa-t-il finalement près du buffet. « J'ai reçu une invitation. Je suis encore ta femme, officiellement. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire, Paul. Les gens regardent. Tant mieux qu'ils regardent. » Son patron, M. Durand, s'est approché de nous avec un sourire. « Monsieur et Madame Martin, quel plaisir de vous voir ensemble. Anne, vous êtes magnifique. Merci, Monsieur Durand. » Paul n'arrête pas de parler de vous, de votre merveilleux mariage, de vos projets d'avenir, une vraie inspiration pour nous tous. J'ai regardé Paul. Il était rouge de confusion. « Oh, vraiment ?» dis-je d'un ton mielleux. « Comme c'est charmant. Mon mari a toujours été doué pour raconter des histoires. » Quelque chose dans mon ton fit que M. Durand nous regarda avec incertitude. « Tout va bien ?»« Parfaitement, » répondis-je. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Dans les toilettes, je me suis regardée dans le miroir. Cette femme qui me regardait, forte, contrôlée, un peu impitoyable, ce n'était pas la même personne qui pleurait sur le sol de la cuisine 1 mois plus tôt. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus dangereux. Je suis retournée dans la salle juste au moment où les discours commençaient.
Monsieur Durand parlait des succès de l'entreprise, de la confiance et de la loyauté, des valeurs qui construisent non seulement une entreprise, mais aussi une vie. Paul était assis à une table avec d'autres employés, essayant d'avoir l'air intéressé, mais ses yeux revenaient sans cesse vers moi. Je connaissais le programme de la soirée. Après les discours, il y aurait une présentation multimédia, des photos de l'histoire de l'entreprise, les moments de succès, les équipes de projet. Tout était contrôlé depuis l'ordinateur d'un technicien à une table au fond de la salle. Plus tôt dans la journée, j'étais passé au bureau de l'entreprise. J'y étais allé de nombreuses fois. Je connaissais la secrétaire, Madame Joly. Je lui avais dit que je voulais ajouter une surprise à la présentation. Quelques photos privées de Paul en hommage à son engagement. Madame Joly, toujours serviable, m'avait donné accès au technicien. Personne ne soupçonnait rien. Maintenant, j'étais assise et j'attendais. La présentation commença normalement. Photo de l'ouverture de l'entreprise en 2005, premier projet, l'équipe qui s'agrandit. Les gens applaudissaient, riaient, en voyant les vieilles coiffures et la mode d'époque. Paul aussi semblait détendu. Et puis, l'écran clignota. Au lieu de la diapositive suivante de l'entreprise, une photo est apparue. Paul et Magali s'embrassant au restaurant. La date dans le coin. Il y a 6 mois. Une autre photo. Eux, main dans la main sur une plage. Une autre. Elle, portant sa chemise. Dans un appartement qui n'était pas le nôtre. La salle se figea. Les photos défilaient automatiquement, l'une après l'autre. J'en avais 20. Toutes extraites de son téléphone, de ses emails, de ses réseaux sociaux à elle, avant qu'elle ne rende ses comptes privés. Chacune était une preuve. La dernière diapositive était du texte. Lettres blanches sur fond noir. Paul Martin, employé modèle, mari aimant, partenaire fidèle. 20 ans dans l'entreprise, 1 an de mensonges dans son mariage. Félicitations pour cet anniversaire. Des cris. Le chaos. Le technicien essayait d'éteindre le projecteur, mais il était trop tard. Tout le monde avait vu. Son patron, ses collègues, leurs femmes, toute la salle remplie de gens. Paul se leva brusquement, manquant de renverser sa chaise. Son visage était blanc comme un linge. Il me cherchait du regard dans la foule, mais je n'y étais déjà plus. J'étais sorti discrètement par la porte de service avant que quiconque ait pu comprendre ce qui venait de se passer. Je me tenais dehors, dans l'air frais du soir, entendant les voix étouffées venant de la salle. Je me sentais étrangement vide. Il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction. Il y avait juste le silence. Un silence profond et complet. Mon téléphone se mit à sonner. Paul. J'ai décroché. Putain, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix tremblait de rage et de désespoir. J'ai montré la vérité. Tu m'as détruit. J'ai perdu mon travail, ma réputation. Tu t'es détruit tout seul. Je n'ai fait que rendre public tes choix. C'était une vengeance cruelle et calculée. Non, c'était la justice. Tu as donné un spectacle pendant 1 an, en prétendant être le mari idéal. J'ai juste montré la vraie pièce. Comment as-tu pu être aussi impitoyable? Je ris doucement. Impitoyable? J'ai été loyale, j'ai été patiente, j'ai été aimante, et tu en as profité. Alors ne me parle pas d'être impitoyable, Paul. Tu n'en as pas le droit. Personne ne voudra plus jamais m'embaucher dans ce secteur. Tu comprends? Tu as détruit ma carrière. Tout comme tu as détruit notre mariage. Parfois, les conséquences en sont douloureuses. Tu vas le regretter. Je ne crois pas. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. J'ai appelé un taxi et je suis rentrée chez moi. L'appartement était silencieux. J'ai allumé la télévision, je me suis versé un verre de vin. Je me suis assise sur le canapé. J'attendais une grande émotion, la fureur, la joie, la culpabilité. Mais rien n'est venu. Je me sentais juste terminée, comme si une partie de moi venait de se fermer. Le téléphone se mit à vibrer. Des messages de gens qui étaient à la gala. Certains compatissants, d'autres indignés, certains simplement curieux. Je les ai tous ignorés. Il n'y avait qu'un seul message auquel j'ai répondu, de Cathy.
Je viens de voir ce qui s'est passé. Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'arrive. Ce n'est pas la peine. J'arrive. Une demi-heure plus tard, nous étions assises ensemble sur le canapé, sirotant du vin. C'était brutal, dit Cathy. Je sais. Mais il l'avait mérité. Je sais. Comment tu te sens? J'ai réfléchi. Étrangement, comme si je venais de fermer un livre très lourd. Ni bon, ni mauvais. Juste lourd. Tu penses que c'était une bonne idée? Je ne sais pas, mais c'était juste. La justice et le bien ne sont pas toujours la même chose. Peut-être pas, mais parfois on doit choisir l'un des deux. Cathy me prit dans ses bras. Tu sais qu'ils vont jaser sur toi maintenant? Qu'ils vont te traiter d'ex-femme folle? Qu'ils parlent. Je m'en fiche. Et vraiment, je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Je me sentais libérée de leur opinion. Le lendemain, mon avocate m'a appelée. « J'ai entendu parler de la soirée d'hier, » dit Maître Bernard. « Les nouvelles vont vite. Paris est une petite ville dans certains cercles. Je dois vous avertir, cela pourrait compliquer la procédure de divorce. » Pourquoi? Il pourrait essayer de prouver une action délibérée pour lui nuire. Il pourrait se battre pour une plus grande part des biens, en guise de compensation. Qu'il essaie. Vous êtes sûre? Certaine. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je comprends. Dans ce cas, nous nous préparerons à toute éventualité. Après la conversation, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la rue. Les gens se dépêchaient d'aller au travail, à l'école, à leurs occupations quotidiennes. Le monde continuait de tourner, indifférent aux petits drames des existences individuelles. J'ai pensé à Magali, à cet enfant qui allait naître, au fait que Paul devrait faire face aux conséquences non seulement envers moi, mais aussi envers elle. Une partie de moi la plaignait. Elle était jeune, amoureuse, trompée. Mais une autre partie savait que ce n'était pas ma responsabilité. Chacun doit faire face aux conséquences de ses choix. Le soir, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est moi, Magali. J'ai entendu ce qui s'est passé à la gala. Je voulais juste dire merci d'avoir montré la vérité. J'ai lu le message plusieurs fois, puis j'ai répondu « Je ne l'ai pas fait pour vous, mais je suis contente si ça a aidé. » Merci quand même. Maintenant, au moins, je sais quel genre d'homme il est vraiment. Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais avoir cet enfant, seule s'il le faut. Je suis plus forte que je ne le pensais. Vous l'êtes. Nous le sommes toutes. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement, sans rêve, sans cauchemar, sans culpabilité. Je savais que certains me considéreraient comme vengeresse, que certains diraient que j'étais allée trop loin. Mais je savais aussi que pendant 1 an, j'avais été invisible dans son jeu. Maintenant, j'étais enfin visible. Et cela suffisait. Les rumeurs se sont propagées plus vite qu'un feu de forêt. En 3 jours, toute notre ancienne communauté était au courant de la gala, des photos, de la chute publique de Paul. Certains appelaient avec compassion, d'autres avec une curiosité déguisée en inquiétude. La plupart ont simplement cessé de donner des nouvelles. Ils ne savaient pas de quel côté se ranger, alors ils n'en ont choisi aucun. Ma mère est arrivée de Brest le lendemain de l'événement. Je l'ai trouvée dans la cuisine, préparant du thé, comme si c'était toujours chez elle. « Anne, qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle, et il y avait plus de tristesse que de colère dans sa voix. J'ai montré la vérité. De cette façon, publiquement, devant toute son entreprise? Il a publiquement construit un mensonge pendant 1 an. Il a publiquement joué au mari aimant pendant qu'il me trompait. Pourquoi la vérité devrait-elle être privée? Ma mère s'assit lourdement. Parce que maintenant, tout le monde parle de toi. Il te traite de... Je sais comment il me traite, et je m'en fiche. Tu devrais t'en soucier. Les gens ont la mémoire longue. Très bien. Qu'ils se souviennent. Qu'ils se souviennent que la femme qui a été trahie ne s'est pas cachée en silence, qu'elle s'est battue. Ce n'était pas un combat, Anne, c'était une vengeance. Je la regardais durement.
Et qu'est-ce que j'étais censée faire? Accepter ça en silence? Le laisser partir sans conséquence, parce que c'est ce qui se fait? Parce que c'est ce que font les femmes bien élevées? Je ne dis pas que tu n'avais pas le droit d'être en colère. Je n'étais pas en colère, maman. J'étais dévastée. Et personne n'allait prendre ma défense à part moi-même. Alors je l'ai fait. Ma mère soupira. J'ai peur pour toi, pour ce que cette situation fait à ton cœur. Mon cœur a déjà été brisé. Maintenant, il se ressoude. Peut-être pas dans la même forme, mais en plus solide. Elle est restée quelques jours. Elle cuisinait, nettoyait, essayait de donner à la vie une apparence de normalité. Mais je sentais une distance entre nous. Elle ne comprenait pas ce que j'avais fait. Pour sa génération, une femme souffrait en silence, gardait la face, protégeait la famille à tout prix. J'avais brisé ces règles. Au travail, les gens se comportaient étrangement. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle de pause. Des regards qui disaient tout sans un mot. Ma supérieure directe, Madame Sophie, m'a convoquée dans son bureau. « Anne, tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui. Pourquoi cette question ?»« Parce que j'ai entendu parler de la situation avec votre mari. »« Ex-mari ? Pardon ? Ex-mari ? Nous nous inquiétons simplement de savoir si vous serez capable de vous concentrer sur votre travail. Je travaille ici depuis 6 ans. Je n'ai jamais négligé mes responsabilités. Pourquoi commencerais-je maintenant ? Il ne s'agit pas de ça. C'est juste la procédure. Nous voulons nous assurer que vous recevez le soutien nécessaire. Si j'ai besoin de soutien, je le demanderai. Mais ma situation privée n'affecte pas mon travail. Je suis sortie de cette réunion avec le sentiment d'avoir dû défendre mon droit d'être humaine. Comme si le fait d'avoir des émotions et de traverser des difficultés me disqualifiait en tant que professionnelle. Le soir, j'ai commencé à peindre. Je ne l'avais pas fait depuis des années. Depuis que j'avais épousé Paul, je n'avais plus le temps. Ou plutôt, il avait toujours d'autres plans, d'autres idées sur la façon de passer le temps libre. Maintenant, j'avais les soirées rien que pour moi. J'ai acheté des toiles, de la peinture, des pinceaux. J'ai transformé la chambre d'amis en atelier et je peignais, sans plan, sans but. Je laissais juste les couleurs se déverser sur la surface, créer des formes abstraites, exprimer ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. Le premier tableau était sombre, des noirs, des bleus marines, des nuances de violet, le chaos et la douleur. Le deuxième était plus lumineux, des rouges, des oranges, des jaunes, la colère et la transformation. À chaque tableau suivant, les couleurs devenaient plus vives, les compositions plus conscientes. Cathy est passée un soir et a vu mon atelier. Mon Dieu, Anne, c'est incroyable. C'est juste un hobby. Non, c'est plus que ça. Tu ne vois pas seulement des peintures, tu vois une histoire. Elle se tenait devant eux tous, alignés le long du mur. C'est ton voyage, de l'obscurité à la lumière. C'est poétique ce que tu dis. Parce que c'est de la poésie peinte. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que ces tableaux étaient la seule façon pour moi de traiter tout ce qui s'était passé. Les mots étaient trop simples, trop limités. Mais les couleurs, les formes, les textures, elles pouvaient contenir toute la complexité. 1 mois après la gala, Paul a finalement pris contact. Pas par téléphone, par l'intermédiaire de son avocat. Il voulait accélérer le divorce. Il acceptait toutes les conditions, pourvu que cela se termine. Il ne voulait pas d'un processus prolongé, il ne voulait plus de public. « Il accepte le partage des biens ?» demanda Maître Bernard. « Tout, l'appartement, la voiture, les économies. Il veut juste en finir. C'est une bonne nouvelle pour vous. Et pour lui, il a trouvé un poste dans une plus petite boîte, loin de Paris, à Toulouse. Donc il fuyait. Il abandonnait la ville, abandonnait ses amis, abandonnait tout ce qu'il avait construit, parce que c'était plus simple que d'affronter les conséquences. « Et Magali ?» demandai-je. « Je n'ai pas d'informations à son sujet. » Je lui ai écrit ce soir-là. J'ai entendu dire que Paul déménageait à Toulouse. Tu le savais? La réponse est arrivée 1 heure plus tard.
Non, mais je ne suis pas surprise. Il a toujours été doué pour fuir. Comment tu vas? Je suis dans mon 5e mois. Le bébé bouge. Je me sens plus calme, sachant que je ne compte pas sur lui. C'est bien. L'indépendance est plus précieuse que de fausses promesses. Tu as raison. Merci de ne pas avoir été cruel avec moi, malgré tout. Tu aurais pu. Tu n'étais pas mon ennemi. C'était lui. Le samedi, je suis partie à la mer, seule. J'ai loué une petite maison à Cabourg, avec vue sur la plage. C'était en octobre. La saison était terminée depuis longtemps. Il n'y avait plus de touristes. Juste moi, le vent et les vagues. Je marchais sur la plage à l'aube, quand le soleil se levait à peine sur l'eau. Le froid me pinçait le visage, mais je me sentais vivante. Plus vivante que je ne l'avais été ces dernières années. Une nuit, j'étais assise sur la terrasse, enveloppée dans une couverture, buvant un chocolat chaud, regardant les étoiles. Mon téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. Anne, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Paul. Je l'ai ignoré, mais les messages continuaient d'arriver. S'il te plaît, je sais que je suis la dernière personne que tu as envie d'entendre. Mais je dois te dire quelque chose. Je suis désolée, pour tout. Tu mérites mieux que des excuses par SMS, je le sais. Mais tu ne me laisses pas te parler en face. Alors au moins, lis ça. J'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu as été loyale, aimante, vraie. Et je t'ai trahi de la pire façon possible. Je n'ai pas d'excuses. Je ne veux pas te récupérer. Je sais que... C'est impossible. Je veux juste que tu saches que ma stupidité n'était pas un reflet de ta valeur. Tu étais une épouse parfaite, j'étais un piètre mari. J'ai lu ces messages 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'attendais quelque chose, de la colère, de la douleur, de la satisfaction. Mais seul le vide est venu. Ces mots étaient trop tardifs, trop insignifiants, trop petits. Je n'ai répondu qu'une seule chose. J'accepte tes excuses, mais je n'en ai pas besoin. Je me suis pardonnée à moi-même depuis longtemps de t'avoir fait confiance, et c'est le seul pardon qui compte. J'ai bloqué le numéro. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai senti que quelque chose avait changé. L'appartement n'était plus hanté par les fantômes de notre mariage. C'était juste l'endroit où je vivais, mon chez-moi. Je me suis inscrite à un cours de poterie. J'avais toujours voulu essayer. Paul disait que c'était une perte de temps, que je devrais me concentrer sur quelque chose de pratique. Maintenant, je pouvais faire ce que je voulais. Au premier cours, j'ai rencontré Caroline, une femme de mon âge qui traversait aussi un divorce. « Comment tu t'en sors ?» demanda-t-elle autour d'un café après le cours. « Mieux que je ne le pensais. Et toi ?»« J'ai des bons et des mauvais jours, mais les jours sans lui sont meilleurs que les jours avec lui. Donc, c'est un progrès. » Nous avons ri. C'était simple, sincère, sans jugement, sans besoin d'expliquer. « Les gens me demandent si je suis prête pour une nouvelle relation, » dit Caroline. « Et qu'est-ce que tu leur réponds? » Que je n'ai pas besoin d'une relation. J'ai besoin de moi. Le reste viendra ou ne viendra pas. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me définis pas par la présence d'un homme dans ma vie. J'ai hoché la tête. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. Le soir, chez moi, je me suis tenue devant le miroir. Cette femme qui me regardait, fatiguée mais plus forte, triste mais plus sage, seule mais complète. « Tu as survécu, » dis-je à mon reflet, « et ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. » Et pour la première fois depuis des mois, j'y croyais pleinement. Le divorce fut finalisé en décembre, par un jeudi matin gris. J'étais assise au tribunal, signant les derniers documents, ressentant un étrange mélange de soulagement et de mélancolie. Paul n'est même pas venu. Il a tout réglé par procuration. C'était peut-être mieux ainsi. Nous n'avions pas besoin d'une dernière scène dramatique. Tout avait déjà été dit. Tout était terminé. « Félicitations !» dit maître Bernard en me tendant le dossier avec les papiers.
Vous êtes une femme libre. Libre. Le mot semblait étranger et familier à la fois. Libre du mariage, des mensonges, de la comédie. Mais aussi libre d'être qui je voulais être. Dehors, il neigeait. La première neige de la saison. Les rues de Paris étaient recouvertes d'un manteau blanc, assourdissant les bruits de la ville. Je me suis tenue sur les marches du tribunal et j'ai laissé les flocons se poser sur mon visage. Ils étaient froids, purs, nouveaux. J'ai appelé Cathy. « C'est fini », dis-je simplement. « Comment tu te sens ?» Étrangement, comme si j'avais fermé un livre très lourd et que je ne savais pas lequel ouvrir ensuite. « Alors trouve le plus lumineux, le plus beau. Tu mérites une belle histoire, Anne. » Le soir, j'ai organisé une petite fête. Seulement les personnes les plus proches. Cathy, Caroline du cours de poterie, ma cousine Martine, qui m'avait toujours soutenue. Nous n'appelions pas ça « fêter le divorce », mais d'une certaine manière, c'était exactement ça. À Anne. Cathy leva son verre. À la femme qui n'a pas eu peur de défendre sa vérité. Au courage, ajouta Caroline. Au nouveau départ, conclut Martine. Nous avons bu du vin, mangé du gâteau, nous avons ri. Pour la première fois depuis des mois, le rire était vrai, léger, libéré de la douleur. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Martine. « Je ne sais pas, et c'est ça le meilleur. » « Comment ça ?» Pendant 10 ans, ma vie a été planifiée. La femme de Paul, la future mère de ses enfants, une partie de son histoire. Maintenant, pour la première fois, je n'ai pas de scénario. Je peux écrire ma propre histoire. Et qu'est-ce que tu veux écrire ? J'ai réfléchi. Je veux voyager, je veux peindre. Je veux me connaître moi-même, sans mari, sans attente, sans les définitions des autres sur qui je devrais être. Ça a l'air magnifique, dit Cathy. Ça a l'air terrifiant, ajoutai-je en riant, mais excitant aussi. En janvier, j'ai reçu un message de Magali, court, simple. J'ai accouché, une fille, en bonne santé. Je l'ai appelée Léna. J'ai répondu « Félicitations, je vous souhaite le meilleur à toutes les deux. » Paul n'est pas venu à l'accouchement. J'en suis désolée. Ne le sois pas, il vaut mieux savoir à quoi s'en tenir. Tu es forte, tu vas t'en sortir. Merci, pour tout, de m'avoir montré la vérité, même si c'était douloureux. Nous ne savions pas grand-chose l'une de l'autre, mais nous étions liés par quelque chose de plus profond que l'amitié, la compréhension. Nous avions toutes les deux été blessées par le même homme, et nous avions toutes les deux trouvé la force d'aller de l'avant. En février, j'ai décidé de vendre l'appartement. Il était trop grand, trop plein de souvenirs. Je voulais repartir à zéro. J'ai trouvé un petit 2 pièces au Batignolles, avec un balcon donnant sur un parc. C'était lumineux, confortable. Ça sentait le neuf. Le déménagement fut thérapeutique. Chaque carton emballé, chaque objet trié. Tout cela faisait partie de la clôture de l'ancien chapitre. J'ai jeté la plupart de nos affaires communes. Je n'ai gardé que ce qui était à moi depuis le début. Mes livres, mes vêtements, mes dessins d'enfance. J'ai meublé le nouvel appartement lentement, consciemment. Chaque objet était mon choix, le reflet de qui j'étais maintenant. Des canapés clairs, des tables en bois, des murs remplis de mes tableaux. L'espace respirait enfin, moi et seulement moi. En mars, j'ai eu une promotion au travail. Madame Sophie m'a proposé un poste de direction sur un nouveau projet. « Vous êtes sûre ?» demandai-je, surprise. « Absolument. Je vous ai observé ces derniers mois. La façon dont vous avez géré vos difficultés personnelles, sans les laisser affecter votre travail, cela montre une force de caractère. Nous avons besoin de gens comme ça à des postes de direction. » C'était une découverte étrange. Ce que je considérais comme mon plus grand échec, mon mariage brisé, m'avait appris quelque chose de précieux sur moi-même. Ça m'avait appris la résilience, la détermination, la capacité de survivre. En avril, je me suis envolée pour Lisbonne, mon premier voyage en solo. Ce n'était pas un grand défi, juste une semaine, juste moi et un sac à dos. Mais c'était symbolique. Paul avait toujours dit que le Portugal était ennuyeux, qu'il préférerait la Thaïlande ou Bali. Donc nous n'y étions jamais allés.
Maintenant, je marchais dans les ruelles étroites de l'Alfama, écoutant du fado dans de petits restaurants, regardant le coucher de soleil sur le Tage. Et je pleurais, pas de douleur, mais de soulagement, de joie, de découvrir que je pouvais être heureuse seule. J'y ai rencontré une femme plus âgée, Maria, qui tenait une petite galerie. Elle m'a vu dessiner dans mon carnet à la terrasse d'un café. « Vous avez du talent », dit-elle en anglais. « Merci, c'est juste un hobby. Les meilleures choses commencent comme des hobbies. » Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté son histoire, son mari qui l'avait quittée après 20 ans de mariage, comment elle avait dû reconstruire sa vie à 50 ans. « Je pensais que ma vie était finie, » dit-elle, mais elle ne faisait que commencer. J'ai découvert qui j'étais sans lui, et j'ai aimé cette femme. Ça n'a pas été difficile? Seule? La solitude et être seule sont deux choses différentes. J'étais seule dans mon mariage. Maintenant, je suis seule, mais je suis entière. Ces mots ont résonné en moi longtemps après mon retour à Paris. La solitude et être seule. Pendant des années, j'avais été en couple, mais je me sentais seule. Maintenant, j'étais seule, mais je me sentais complète. En mai, j'ai organisé une petite exposition de mes peintures dans un café du quartier. Rien de grand, juste 20 toiles sur les murs, un petit carton avec mon nom et le titre. Transformation. Il est venu plus de monde que je ne l'espérais. Cathy, Caroline, des collègues de travail et même ma mère qui était venue de Brest. « Je suis fière de toi », dit ma mère en regardant les tableaux. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Au début, je ne comprenais pas ce que tu avais fait. Je pensais que c'était de la vengeance, de la cruauté. Mais maintenant, je vois. C'était ta façon de te retrouver. » Nous nous sommes prises dans les bras et j'ai senti que quelque chose s'était apaisé entre nous. La distance qui s'était créée se réduisait lentement. Un des tableaux s'est vendu. Une abstraction dans les tons de bleu et d'or. La femme qui l'a acheté m'a dit « Ce tableau parle d'espoir, du fait qu'après l'obscurité vient toujours la lumière. » Elle avait raison, même si moi, en le peignant, je pensais simplement à la possibilité, au fait que l'avenir n'est pas écrit, que chaque jour est une page blanche. En juin, presque un an après l'appel de Magali, j'étais assise sur le balcon de mon nouvel appartement, buvant mon café du matin. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient dans le parc, la vie bouillonnait autour de moi. Le téléphone vibra. Numéro inconnu. « Anne, c'est Magali. Désolée de te déranger, mais je voulais te montrer quelque chose. » Elle a envoyé une photo. Un petit bébé dans une tenue rose, avec de grands yeux sombres, souriant à l'appareil. C'est Léna. Elle a 6 mois. Elle grandit magnifiquement. Je regardais cette photo et je ne ressentais rien. Ni colère, ni douleur, ni jalousie. Juste de la bienveillance pour cet enfant innocent qui n'avait pas choisi ces circonstances. « Elle est magnifique », répondis-je. « Je vous souhaite le meilleur. » « Merci. Paul n'a jamais fait le test. Il ne veut pas de contact. J'en suis désolée. Ne le sois pas. Mieux vaut le savoir maintenant que de s'inquiéter pendant des années. Je suis forte, comme tu me l'as appris. Tu l'as appris toute seule. Je n'ai fait que te montrer le chemin. » Ce fut notre dernière conversation. Nous n'en avions pas besoin de plus. Nos chemins s'étaient croisés, nous avaient aidés toutes les deux à trouver notre force, et maintenant ils se séparaient dans des directions différentes. En juillet, à la date anniversaire de cet appel qui avait tout changé, j'ai décidé de faire quelque chose de symbolique. J'ai pris toutes les vieilles photos que je gardais dans le dossier « Archives ». Je les ai imprimées et je suis allée aux étangs de Cergy. Je me suis assise sur la rive au coucher du soleil. Une par une, j'ai regardé chaque photo, notre mariage, les vacances, les moments quotidiens. Sur chacune d'elles, il y avait une Anne différente. L'Anne qui croyait à l'amour éternel, qui construisait un foyer sur les fondations de la confiance, qui ne voyait pas la chute arriver. Je ne les ai pas brûlées, comme dans les films. Je les ai simplement mises dans une boîte et je les ai enterrées sous un arbre. Une tombe symbolique pour une ancienne vie.
Merci, dis-je doucement, pour ce que tu m'as appris, pour la douleur qui m'a renforcée, pour la rupture qui m'a permis de me reconstruire plus forte. Ce n'était pas un pardon pour Paul, c'était un pardon pour moi-même, d'avoir fait confiance, d'avoir aimé, de ne pas avoir vu les signes. J'arrêtais de me blâmer. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais plus légère, comme si un poids que j'avais porté pendant 1 an s'était enfin envolé. Maintenant, en regardant le coucher de soleil depuis mon balcon, je pense à combien j'ai changé. Il y a 1 an, j'étais une femme dont la vie était définie par son mariage. Aujourd'hui, je suis une femme qui se définit elle-même. Est-ce que je me sens seule parfois? Bien sûr. Est-ce que la sécurité d'une relation me manque parfois? Oui. Mais cette relation spécifique, ce mensonge spécifique, ne me manque jamais. Les gens me demandent parfois si je regrette ce que j'ai fait à la gala, si je regrette d'avoir révélé la vérité publiquement. Je ne regrette pas. C'était peut-être brutal, c'était peut-être non conventionnel, mais c'était juste. Et pour la première fois de ma vie, je me mettais au premier plan. Pas sa réputation, pas la paix de la famille, pas l'opinion des autres. Moi. Et c'était la leçon la plus importante de toute cette histoire. Le téléphone sonne. C'est Caroline. Elle me demande si je veux aller dîner. Je dis oui. Parce que la vie ne s'arrête pas à une relation brisée. La vie est plus grande, plus riche, plus pleine. Je prends mon sac, je jette un dernier regard à mon appartement. Petit, mais à moi. Je descends dans la rue où un monde plein de possibilités m'attend. Paul est parti à Toulouse, il s'est construit une nouvelle vie. Magali élève sa fille, forte et indépendante. Et moi, je suis enfin juste Anne, pas la femme de quelqu'un, pas une victime, pas une vengeresse, juste Anne. Et ça suffit. C'est plus que suffisant. C'est tout.